Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une vidéo de news, la première de la semaine, du coup je crois, parce que du coup il y a eu des lives, puis il n'y avait pas tant de news que ça, donc voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo, donc j'attendais quand même d'avoir des choses un petit peu intéressantes à vous rapporter, et c'est le cas aujourd'hui, ça y est, on a assez de choses à discuter. Premièrement, on commence tout de suite, c'est officiel, ça y est, pour le film un peu Avengers, du coup de Dave Filoni de l'univers Star Wars, ça veut dire ce film qui réunira le Mandoverse, donc Mandalorian, certainement Skeleton Crew, Ahsoka, beaucoup de Boba Fett. C'est officiel, le vilain de ce film, comme on pouvait s'en douter, sera bien l'amiral Thrawn. Alors bon, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où effectivement c'est un vilain assez charismatique pour le coup, que beaucoup de fans de Star Wars apprécient. Le seul côté où ça me fait un peu peur, c'est que ça veut dire que du coup on sait d'avance que tous les programmes dans lesquels il apparaîtra, dont Ahsoka par exemple qui arrive, il peut rien lui arriver en fait. On sait que ça sera le méchant du film, qui n'arrive que dans quelques années. Donc voilà, toutes les fois où on le verra là, on n'aura pas à se faire de soucis pour lui. Il devrait plutôt bien s'en tirer. On continue avec une news business, pour le coup. Concernant la grève des scénaristes aux États-Unis. Donc vous savez que la grève a été lancée maintenant depuis un peu plus d'une semaine. Certains tournages ont déjà dû s'arrêter à cause de ça. Et donc on peut voir par exemple que sur Andor, donc la production de la saison 2 s'est arrêtée. Donc voilà, effectivement Tony Gilroy nous dit qu'il a arrêté tout travail d'écriture ou relatif à l'écriture sur Andor avant donc le 1er mai, donc le moment où cette grève a commencé. Et donc j'ai informé Chris Kaiser à la Writing Guild of America dimanche matin que je cesserai aussi toute toute activité de production, même hors écriture. Donc voilà, donc on sait qu'Andor du coup effectivement c'est en pause. Daredevil est en pause aussi. On voit ici ce tweet. Donc voilà, il y a eu un piquet de grève sur le tournage de Daredevil, là où ils étaient censés filmer Daredevil. Et donc, faut bien comprendre un truc qui est assez intéressant. Alors j'ai appris ça, je ne savais pas en fait. Faut comprendre comment ça fonctionne en fait, ce système de grève, de piquet de grève aux États-Unis. On peut se demander comment les grévistes interrompent des tournages. Est-ce que c'est parce qu'ils sont à côté, ils font trop de bruit, ils sont super nombreux, ils ont des clairons, j'en sais rien. Non, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. C'est très très simple. Ce qui se passe, c'est que il suffit en fait qu'il y ait deux grévistes. Il suffit qu'il y ait deux grévistes, qu'ils se placent à l'entrée de là où doit se dérouler le tournage. Et à partir du moment où ils sont deux, ils forment ce qu'on appelle un piquet de grève. Et à partir de là, toute autre personne syndiquée peut se refuser à passer le piquet de grève. En gros, c'est comme si c'était une ligne d'arrivée de course. Il suffit qu'il y ait deux personnes, une de chaque côté, et voilà, s'il y a ces deux personnes, s'il y a ce piquet de grève, et ben toute personne syndiquée, c'est même des autres syndicats, hein, ça veut dire ce qu'on appelle les Teamsters, c'est le syndicat de tous les chauffeurs, tous les conducteurs, donc tous ceux qui vont ramener le matériel technique et tout ça, qui conduisent les comédiens ou ainsi de suite, enfin. Donc ça c'est les Teamsters, les réalisateurs, les équipes techniques, enfin tous ceux qui sont syndiqués d'une manière ou d'une autre, du moment qu'il y a un piquet de grève, du moment qu'il y a ces deux personnes qui sont là à l'entrée du lieu de tournage, ils peuvent dire non, je ne passe pas ce piquet de grève, je n'irai pas sur le tournage. Et donc voilà, c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le Wonder Man aussi, ça a été le cas pour Stranger Things, qui a été arrêté aussi, donc Daredevil. Donc c'est assez étonnant pour le coup. J'étais assez surpris en apprenant que ça se passait comme ça. Mais donc pas mal de tournages arrêtés pour le coup. C'est assez étonnant. Je vous disais Wonder Man. Il y a Loot aussi, une série pour Apple TV. On sait que Blade, du coup la production là a été reculée parce que les travaux de réécriture ne peuvent pas se faire. Daredevil, Stranger Things, Andor, et il y en a beaucoup d'autres. Et ça va continuer. Plus la grève va durer,
plus ça va continuer, c'est pour le coup assez fou. D'ailleurs, il y a aussi le syndicat des réalisateurs, donc le DGA, Directors Guild of America, qui a commencé ses discussions avec la MPTP, donc voilà, c'est eux qui représentent les diffuseurs, donc c'est avec eux que les scénaristes sont en conflit actuellement. Et alors du coup, ce qu'on a appris, c'est que le syndicat des réalisateurs et donc le syndicat des diffuseurs se sont mis d'accord, en tout cas au moins sur une chose, sur le fait qu'ils parleraient pas aux médias, qu'ils ne diraient pas aux médias ce qui se passe en fait dans leur discussion. Et quand on regarde les demandes du syndicat des réalisateurs, on peut voir que sur les points principaux, ça rejoint les scénaristes sur le côté du streaming, ici, ça veut dire négocier des augmentations significatives à cause des changements structurels avec le streaming. Donc sur les residuals, je vous avais expliqué, hein, les residuals, ça veut dire voilà, des scénaristes ou des réalisateurs ou acteurs, chaque fois qu'il y a une rediffusion d'un programme dans lequel ils ont été, sur les chaînes de télé, vont toucher des royalties, ce qui n'est pas le cas avec le streaming. Et donc là, justement, ils demandent que ce soit pris en compte, et voilà, donc qu'on s'occupe de ce problème-là. Alors il y a un truc que je trouve intéressant aussi, voilà, c'était ça. Protéger notre juridiction contre les projets produits en dehors à l'étranger, en fait, pour les audiences américaines. Et ça, je pense qu'en grande partie, c'est tout simplement à cause de Netflix et des programmes coréens. Ça commence à faire peur, du coup, voilà, les Squid Game et compagnie, et l'arrivée massive de programmes coréens sur les plateformes de streaming, j'ai l'impression que ça commence à leur faire peur. Alors je vois pas trop comment ils peuvent s'organiser là-dessus pour changer les choses, mais on voit que ça commence à effectivement faire pas mal réfléchir. On passe à la suite. On reste dans les news de l'industrie avec Disney+ et Hulu qui vont être combinés dans une seule app aux États-Unis. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Et pour nous en France, concrètement, ça ne change rien en soi. Parce qu'il faut savoir qu'en France, nous, sur Disney+, quand on prend Disney+, on a Stars. Stars, en fait, inclut le contenu d'Hulu. Pour nous, c'est une seule application. Ce qui est le cas dans la plupart des pays du monde, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a Disney+, qui est vraiment cette plateforme familiale, avec que des programmes familiaux, et Hulu, c'est autre chose. Il faut passer par une autre plateforme. Alors, il y a des packs qui existent avec Disney+, Hulu et ESPN, qui est la chaîne de sport, mais ça va être la première fois qu'ils vont l'avoir sur une seule app. Ça change rien concrètement pour nous, pas exactement. Dans le sens où justement, je pensais que c'est quelque chose qui n'arriverait pas avec Bob Iger, mais qui était prévu avec Bob Chapek. Parce que ce que ça peut changer, c'est que si effectivement Hulu et Disney+ se retrouvent sur la même app, ça signifie que Disney est prêt à sortir du forcément tout familial sur sa plateforme. Ça serait une révolution. Ça serait une révolution en réalité. Parce que jusque maintenant, voilà, un parent américain doit pouvoir se dire que son enfant peut être devant Disney+, quoi que ce soit qu'il décide de mettre, il n'y aura rien de dérangeant, selon leurs critères, en tout cas, pour un enfant. Là, ça ouvre la possibilité d'avoir des programmes un peu plus, alors je vais dire adultes entre guillemets, en tout cas, pas forcément destinés au jeune public. Ce qui est une nouveauté, ce qui est très étonnant de la part de Bob Iger, parce que logiquement lui a toujours été plutôt justement le chantre du familial. Alors il faut savoir qu'Hulu, en 2024, première partie de 2024, il va y avoir un événement assez important, c'est qu'en fait il faut savoir que Hulu appartient en partie à Disney, en partie à Comcast. Et début 2024, ça va être le moment possible pour des renégociations. Sachant que si Disney veut racheter Comcast, ça lui coûterait 9 milliards. Est-ce qu'ils sont prêts à les mettre ? Je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils revendraient Comcast du coup... est-ce qu'ils revendraient Hulu à Comcast ? À voir, mais dans ce cas, pourquoi les lier sur une app en 2023 s'ils prévoient de revendre en 2024 ? Ça serait pas très logique en termes de business. Donc à voir. Assez curieux de voir comment ça va se dérouler, mais ça peut être intéressant si effectivement ça ouvre la porte à des programmations un peu plus matures
sur Disney+. On reste sur Disney+. Avec, alors c'est du haut et du bas. Pour Disney+, Disney réduit ses pertes dans le domaine du streaming et la résurgence de ses parcs stimule ses résultats. Alors oui, on est sur zone bourse, attention. En fait, c'est assez intéressant parce que Disney a réussi à faire augmenter ses bénéfices, en grande partie grâce aux parcs, bien évidemment, celui de Shanghai, celui de Paris, ceux des États-Unis et autres. Voilà, Hong Kong aussi, évidemment, voilà, Shanghai, Disneyland Paris. De ce côté-là, tout va bien, il y a une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente, et donc ils atteignent 2,2 milliards de bénéfices d'exploitation. Et effectivement, ils disent, nous sommes satisfaits de nos réalisations de ce trimestre, notamment de l'amélioration des performances financières de notre activité de streaming, qui reflètent les changements stratégiques que nous avons opérés dans l'ensemble de l'entreprise, afin de réorienter Disney vers une croissance et un succès durable. Alors, quand ils parlent de réorganisation, tout ça, ils ont viré 7000 personnes. Quand même, ils ont viré 7000 personnes. Donc, par contre, le nombre total d'abonnés au service phare Disney+, a baissé de 4 millions par rapport au trimestre précédent pour atteindre 157,8. Ça veut dire qu'avant, ils étaient à 161,8, ils sont passés à 157,8. Alors, sachant qu'il faut faire attention avec ce chiffre, comme c'est dit ici, la plupart des défections concernent le service Hotstar proposé par Disney+ en Inde, qui a perdu les droits de diffusion des matchs de cricket de l'Indian Premier League. Il faut savoir que le cricket en Inde, c'est comme le baseball aux États-Unis. Le cricket, c'est une religion. C'est une religion. Disney a quand même également perdu 300 000 clients aux États-Unis et au Canada, où il a augmenté ses prix en décembre dernier. C'est très compliqué pour les plateformes de streaming en ce moment. Alors on a HBO Max qui a réussi pour la première fois à être bénéficiaire de 50 millions, mais alors c'est en Espagne je crois où Netflix a perdu énormément de clients depuis justement qu'ils ont interdit le partage de comptes, et ils ont vraiment perdu beaucoup. Là on voit Disney+, qui perd quand même 300 000 clients sur le sol américain. On ne sait pas exactement combien en Inde, donc il faut voir après combien à travers le monde, sachant que c'est des augmentations de prix qui vont aussi arriver dans d'autres pays, qui vont suivre aussi sur les départs, sur les ruptures d'abonnement. Donc c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce que je vous disais, ce qu'on explique régulièrement sur la chaîne, c'est-à-dire il va y avoir une grosse baisse des budgets, que ce soit en production, en marketing, sur tous les côtés, sur les plateformes de streaming. Et ça, on va le voir. Il y aura moins de programmes phares qui demandent des gros moyens. Ils seront plus espacés les uns des autres. Soit ils seront très espacés les uns des autres, soit ils seront un petit peu espacés et en plus les budgets diminueront. Il y aura sûrement un petit peu des deux. Donc on va voir ce que ça donne, mais de plus en plus on se rend compte qu'il va falloir trouver une solution et qu'il va falloir recentraliser une partie des plateformes de streaming, parce que les gens ne peuvent tout simplement pas s'abonner à tout, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique pour le coup. On enchaîne avec Monsieur Don Cheadle. Alors c'est assez étonnant, c'est vrai que dans Secret Invasion, ça va être la première fois qu'il va avoir l'occasion vraiment de jouer avec Samuel Jackson. Ça n'était pas arrivé jusque-là. Et comme il le dit ici, le premier jour, on s'est assis et on se disait, mais ça aurait dû arriver depuis longtemps quand même. Mais heureusement que ça arrive maintenant. Et donc Don Cheadle dit, Samuel est un bon ami et je le connais depuis très longtemps. C'était vraiment cool d'être capable de s'asseoir, chacun d'un côté d'une table, et de pouvoir avoir cet échange l'un avec l'autre. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on y pense. Ouais, jusque-là, c'était jamais arrivé. Il n'avait pas eu l'occasion vraiment d'interagir l'un avec l'autre dans le MCU après une trentaine de films quand même. Il explique que Sam est un excellent acteur, qu'on va voir vraiment pourquoi il est aussi estimé dans sa profession. Et il explique que voilà, ça montre l'élasticité de ce que peut être le MCU. Alors ça j'aime assez, parce que du coup il dit celui-ci est beaucoup plus proche d'un film comme Born Identity, ou quelque chose qui est plus dans le ton des films des années 70. Ça n'est pas vraiment à propos de gros effets spéciaux, de ce genre de paillettes, c'est plutôt à propos de l'intrigue et du drama. C'est de l'espionnage et du contre-espionnage. Et je pense vraiment que ça rentre parfaitement dans ce que le MCU est capable de faire.
Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour le coup. C'est ce qui avait très bien réussi un film comme Le Soldat d'hiver. Et ça manque énormément ce genre de programme. Donc tant mieux, c'est tout ce que j'espère effectivement pour Secret Invasion. C'est assez intéressant ça. C'est assez fou en plus. C'est assez fou. Elizabeth Olsen, qui, en parlant avec Vanity Fair, a confirmé quelque chose que beaucoup peuvent penser. Et regardez bien ça. Donc, c'est un arc similaire dans Multiverse of Madness à celui qu'il y a dans WandaVision. Il pourrait y avoir des histoires parallèles qui soient dites là-dedans, à propos de devoir faire avec la perte, avec le deuil. Eh bien, j'ai proposé ça au scénariste qui écrivait Multiverse of Madness. Elle rit. J'ai dit, vous savez ce qui se passe dans WandaVision ? Vous l'avez vu ? Et non. Il ne l'avait pas vu, parce que c'était pas encore fini. Donc, j'ai dû essayer, et je ne sais pas, le jouer différemment, non ? Je devais attaquer les mêmes thèmes, mais de façon à ce que ça reste intéressant pour moi, je pense, et potentiellement pour le public. Il fallait juste que j'y vienne d'un point de vue un peu différent, pour que ce ne soit pas trop répétitif. Et c'est vraiment un des problèmes du MCU. Vous vous rendez compte quand même, on a Multiverse of Madness, qui est clairement la suite de WandaVision, qui se passe après concrètement, qui est sur les mêmes thèmes. C'est deux programmes qui vont totalement ensemble. Et les scénaristes de Multiverse of Madness ne savaient pas du tout ce qui se passait dans WandaVision. Alors, on a de la chance, Multiverse of Madness, on est quand même bien tiré, c'est plutôt un bon film. Mais du coup, on comprend mieux pourquoi beaucoup de gens, effectivement, trouvaient ça répétitif entre les deux programmes. Et c'est quand même de la tristesse, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on construit un univers partagé intéressant. C'est fou. Ça me rappelle quand l'actrice d'Ironheart expliquait que quand elle est arrivée sur Wakanda Forever, les scénaristes de sa série à elle n'avaient pas encore travaillé dessus, ou en tout cas pas à sa connaissance, et que du coup, elle ne connaissait pas son personnage, et que la Riri Williams qu'on aurait dans la série serait certainement différente de celle du film, parce que celle du film, en fait, elle n'existe pas. Elle n'a pas été écrite, elle n'a pas de caractère, elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de background. L'actrice ne savait pas si elle avait sa famille ou pas, si c'était une fille heureuse ou pas. Enfin, tous ces traits de caractère, elle ne les connaissait pas en arrivant sur Wakanda Forever. Donc tout ce qu'elle avait, c'était des lignes à dire. Et vraiment, c'est vraiment un des trucs que je trouve hyper décevant dans l'MCU en fait. Comment voulez-vous avoir une narration intéressante quand vous en arrivez sur ce genre de choses où, voilà, les scénaristes de Multiverse of Madness sont même pas au courant de ce qui se passe dans WandaVision. Donc nous, on essaye de trouver des liens, on essaye de... Voilà, on prend ça comme une histoire qui suit, évidemment. Sauf que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, ceux qui écrivent le film ne connaissent pas l'histoire de la série. Enfin bon, on passe à la news suivante avec Wonder Man. Et on a eu un petit début de teasing de ce qu'allait raconter la série. Et donc la série donne la perspective d'un super-héros sur l'industrie de l'entertainment. Et se focus sur un cascadeur à Hollywood, un cascadeur et acteur à Hollywood qui essaye de réussir, de réussir en tant que dans son métier. Voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus, rien de nouveau, hein, on s'en doute vu que c'est Wonder Man, mais voilà. Petite série de news rapide, Lord of War, il va y avoir une suite avec Nicolas Cage qui va revenir. Ok. Donc c'est Deadline qui a révélé que l'acteur et le réalisateur seraient sur le point de se retrouver pour une suite des périples mortuaires de Yuri Orlov, intitulée pour l'occasion Lords of War, alors qu'avant c'était Lord of War au singulier. Le film va raconter la rivalité entre le personnage de Cage et celui de son fils illégitime, Anton, qui sera interprété par l'excellent Bill Skarsgård. Ce dernier, bien loin de vouloir réparer les torts de son père, va au contraire tenter de le supplanter dans la course au trône du meilleur marchand de mort. Pour cela, il va aller jusqu'à monter une équipe de mercenaires et s'immiscer dans les conflits américains au Moyen-Orient. Les deux hommes devraient pousser très loin l'amertume d'un conflit père-fils sous haute tension. Honnêtement, le premier film était très très bon. C'est vrai qu'on l'a pas oublié avec le temps, mais à l'époque, vraiment, c'est un film qui
dont beaucoup de monde parlait et vraiment bien. Si vous avez jamais vu Lord of War, vraiment je vous le conseille pour le coup. C'est un excellent film. Donc voilà, un peu saoulé par toutes ces suites à rallonge, mais pour le coup quand même curieux, sachant que du coup c'est le même réalisateur, Nicolas Cage est de retour, à voir, prêt à laisser sa chance en tout cas. Du côté de Beetlejuice 2, tiens une autre suite, ouais, la confirmation. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a effectivement un Beetlejuice 2 qui sera en préparation. Donc des rumeurs qui ont été timidement confirmées à l'occasion de la CinemaCon 2023 en avril dernier, bien que les détails du personnage donc de cette demoiselle que vous reconnaissez bien évidemment, puisqu'il s'agit de Jenna Ortega. Et donc, voilà, bien que les détails de son personnage n'avaient pas été communiqués, depuis Variety a rapporté que l'actrice interprétera effectivement la fille de Lydia Dietz, toujours campée par Winona Ryder. Cette dernière et Michael Keaton vont bel et bien tous les deux reprendre leurs anciens rôles respectifs. Ça c'est plutôt cool. Pareil. Du coup, effectivement, voilà, on a le retour. Alors Michael Keaton, en ce moment, c'est son truc. Reprendre ses anciens rôles. Donc déjà, évidemment, il reprend Batman dans The Flash. Et donc, il va aussi rejouer Beetlejuice. Et c'est plutôt cool. J'avoue que je suis même encore plus content pour le côté Beetlejuice. Mais ce n'est pas tout, puisque Justin Theroux a lui aussi été annoncé au casting du film. Évidemment, aucune information relative à son personnage n'a été rendue publique pour le moment. Digne représentant d'une filmographie pour le moins éclectique, l'acteur, producteur et scénariste a notamment participé au drame Mulholland Drive de David Lynch et à la comédie d'action Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent. D'accord. Donc Mulholland Drive, Charlie's Angels. Mais aussi à la série The Leftovers. Il a également signé l'écriture de Tonnerre sous les tropiques, aux côtés de Ben Stiller, ou encore d'Iron Man 2, pour l'écurie de Marvel. À voir, vraiment... À voir. Et donc ça devrait arriver dans les salles américaines, en tout cas le 6 septembre 2024. Donc, assez curieux, pour le coup. Pour finir, c'est pas vraiment une news. Donc il y a eu des nouvelles images, des nouvelles vidéos, un nouveau clip du remake de La Petite Sirène, qui déjà est pas très convaincant. Enfin, peut-être que les gens ont adoré. Beaucoup de gens se plaignent du fait qu'on n'a pas une seconde l'impression que ça se passe sous l'eau. Ça manque totalement de... Il n'y a pas du tout d'effet de particules, pas de bulles. Enfin, vraiment, on n'y croit pas. On est en 2023 et on n'y croit pas une seconde au fait qu'elle soit sous l'eau dans le clip qu'on voit. Alors, attention, je donne que pas du tout sur l'actrice, la comédienne, donc je suis persuadé qu'elle fait tout pour faire de l'excellent travail. Donc c'est vraiment pas contre elle, mais la pauvre n'est tellement pas aidée par Disney, mais tellement pas. Donc on a eu un nouveau clip et des images promotionnelles. On est sur Entertainment Tonight, qui est qui est un gros média, 1,9 million de followers, vous voyez. Donc on postait le clip en question, qui ont posté ces images-là, ça va. Celle-ci, très bien. Et celle-ci. Donc ça a été donné comme image promotionnelle par Disney. Vraiment. Alors vous imaginez bien, c'est Twitter, les gens, la pauvre, il y a déjà tellement de gens qui veulent lui tomber dessus, au moins essayez de lui rendre le travail facile, quoi. Essayez de l'aider. Faites pas ça. Genre, j'ai adoré quand, en gros, celle-là c'est quand vous prenez, attendez. Celle-là c'est quand vous prenez la photo vous-même. Celle-là c'est quand c'est le petit ami qui prend la photo. Quelqu'un qui dit, voilà, on comprend pourquoi les femmes sont aussi sélectives sur les selfies qu'elles postent. Mais c'est fou. Enfin, tout le monde se demande, mais comment vous avez cru que c'était une bonne idée de mettre ça, en fait? Et encore une fois, vraiment, la pauvre actrice, et voilà, faut pas... Je suis désolé pour elle, faut pas que les gens aillent l'emmerder ou quoi que ce soit, Mais, voilà, quoi. Les gens comparent avec... Les gens comparent avec Sid, du coup. Et vraiment, attention, qu'on soit bien clair. Je veux dire, tous les créateurs de contenu, en plus, le savent. Suffit que vous fassiez pause sur une vidéo, et tous, il y a des moments où on a des gueules pas possibles si on fait pause sur notre tronche pendant une vidéo. Vraiment, que ce soit clair.
Mais la pauvre, quoi. Vraiment, les mecs, ils ont posté ces 2 photos et ils se sont dit, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va mettre ces 2 photos-là pour la promo et ça va marcher. Voilà, enfin, effectivement, quelqu'un qui dit un orgasme sous la mer, on va pas se mentir, quoi. Il y a un côté... Enfin, évidemment, voilà, c'est que ça, c'est plein de gens, du coup, qui se moquent là-dessus. Et encore une fois, hein, vraiment, la pauvre, déjà que voilà, déjà qu'il y a des gens qui sont totalement fermés à l'idée que ce soit elle qui prenne le rôle. Chacun en pense ce qu'il veut, hein. Moi, après, j'avoue que c'est une sirène, Ariel, de toute façon. J'ai pas d'amis sirène, je sais pas à quoi elle ressemble normalement. Ça va. Mais la pauvre, la pauvre, c'est quoi cette tête? Qui? Je l'imagine, elle qui a découvert ça en mode, enfin, je prends mon téléphone direct quand qui a fait ça? Pourquoi vous me détestez? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous essayez de me faire passer comme message? Et quasiment tout le monde, hein. Genre, est-ce que ses yeux sont CGI? Là, je vois la question. Tout le monde se moque, voilà, encore du CID. C'est fou. C'est fou. Sur la photo de droite, on dirait qu'elle a besoin d'un casque parce qu'elle n'arrive pas à nager. Tout le monde se moque. Tout le monde se moque. C'est terrible. Enfin voilà. En tout cas, c'était les news pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.